Kipawa, c'est une association née à Marseille et qui vise à faciliter l'inclusion des personnes exilées dans la société. On a imaginé et façonné un programme d'accompagnement des personnes exilées et ce programme il repose sur deux grands piliers. Le premier c'est des cours de français, langue étrangère, et le deuxième pilier c'est leur proposer des missions bénévoles dans des associations du territoire. Et c'est cette articulation qui pour nous permet donc cette inclusion parce que la langue est un vecteur d'inclusion très important, mais l'engagement bénévole permet la rencontre, permet de pratiquer la langue en contexte dans la vraie vie et pas seulement en cours et du coup de l'apprendre plus vite. Et puis ça permet aussi et surtout de contribuer à la société, d'en faire partie, d'être acteur de la société et pas uniquement vu comme une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être accompagnée, mais aussi une personne qui évidemment a des savoir-faire, des compétences et qui peut contribuer dès son arrivée à la société. Alors, la langue s'apprend progressivement, c'est un prétexte ou c'est un objectif ou en tout cas ça va, ça vient. Ce qui se passe, c'est avant tout des rencontres, des échanges et c'est le fait de partager des façons de faire, des compétences, des découvertes sur la ville, sur le tissu associatif. Et du coup, tout ça se fait à plein de niveaux différents. Ça se fait évidemment en cours, en collectif, ça se fait dans les associations, ça se fait avec les bénévoles de Kipawa qui accompagnent les personnes, notamment via un système de binôme où les personnes se rencontrent deux par deux, une fois par semaine pour parler, pour découvrir, pour se balader en ville, découvrir la ville ensemble. Donc c'est autant d'occasions de se rencontrer et de tout simplement de partager. C'est ça, en fait c'est pas si simple d'aller à la rencontre des personnes quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, dont effectivement on ne connaît pas la langue, dont on n'a pas les codes ou pas forcément. Pour toute personne, arriver dans une ville inconnue, c'est toujours très impressionnant. Et moi je suis formatrice de français langue étrangère et ce que je raconte souvent c'est que très souvent les personnes à qui je donnais des cours venaient me voir en me disant bon, comment je peux faire pour apprendre plus vite, j'ai besoin vraiment d'apprendre le français rapidement. Et alors moi je dis il faut pratiquer bien sûr, parler le plus souvent possible. Il dit ah ouais mais avec qui? Et là, j'étais un petit peu embêtée parce qu'effectivement, très vite, il me disait moi, je rentre dans mon centre d'hébergement le soir, il n'y a que des gens qui parlent ma langue, ou bien je vis en famille, je ne connais pas de Français avec qui parler français. Et c'est effectivement une vraie situation d'isolement où les passerelles entre les personnes qui arrivent et la société civile ne sont pas si simples. Et du coup, le bénévolat, c'est une passerelle et c'est une façon de rentrer en contact et en plus sans avoir cette dimension d'être toujours dans une relation un peu déséquilibrée, aidé-aidant. Là ça s'inverse, ce sont ces personnes exilées qui deviennent les aidants. Donc ça c'est déjà pour la confiance en soi c'est énorme, pour permettre une relation qui se construit dans l'altérité c'est hyper important aussi. Et puis ça permet aussi de commencer à évoluer dans une organisation française, qui n'est pas une entreprise, qui n'est pas dans le monde du travail, mais qui donne déjà des codes, qui permettent de comprendre comment ça fonctionne, comment les gens interagissent. Mine de rien, une association où on va faire du bénévolat, c'est une organisation et donc un système auquel ils seront confrontés quand ils pourront travailler et qu'ils chercheront un emploi. Alors oui, c'est effectivement un prérequis au sens où le programme il est vraiment construit sur cette articulation. Mais on fait très attention en amont de la constitution des groupes, quand on rencontre les personnes qui veulent suivre le programme, de s'assurer qu'ils font ils ont envie de faire du bénévolat dans leur intérêt. Ils ont vraiment saisi l'intérêt qu'ils ont à en faire parce que le bénévolat ne correspond pas à tout le monde et ni à toutes les périodes de vie et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Évidemment qu'il y a plein de périodes où ça n'est pas adapté.
En revanche, si les personnes le font parce que ça va leur permettre d'être actifs, de rencontrer du monde, de parler la langue et avec cette volonté de découvrir le milieu associatif, là c'est gagnant pour tout le monde. Donc c'est ça qu'on vérifie avant de constituer des groupes pour qu'il n'y ait pas de décalage et que, évidemment, le bénévolat ne soit pas vécu comme une contrainte, ce qui serait la pire des choses qui pourrait arriver. Comment eux se préparent, c'est tout un processus, tout un cheminement. Nous, la plupart des personnes qui participent au programme ne peuvent pas encore travailler, puisqu'ils sont en demande d'asile, du coup n'ont pas encore accès à l'emploi. Et du coup, toutes ces expériences, ça va être des façons de comprendre, comme je disais, une organisation, mais c'est aussi des expériences à valoriser sur un CV. Et du coup, c'est des choses qui vont leur permettre d'avoir d'avoir des choses à dire pendant un entretien, même s'il y a eu une longue période sans travailler. C'est des expériences qui vont permettre aussi peut-être de découvrir des domaines dans lesquels ils ont envie de travailler. Je me souviens d'une personne qui avait fait du bénévolat à la banque alimentaire et du coup qui avait découvert le milieu de la logistique, le fonctionnement d'un entrepôt, etc. Et à la suite du programme, il se trouve qu'il a eu l'opportunité de faire une formation au métier de la logistique et ça lui a servi au moins, alors évidemment c'est pas une expérience aussi forte qu'un emploi, mais il savait de quoi il parlait, il avait déjà des éléments de vocabulaire, il avait déjà une idée de ce qu'il attendait dans ce métier-là. Donc c'est aussi ça qu'on vise, c'est-à-dire préparer l'employabilité des personnes, mais très en amont du moment où ils sont en recherche d'emploi. On est persuadé que la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui, pour tout le monde, est très long, construire un projet professionnel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, plus les personnes auront été confrontées, auront fait des rencontres dans différents domaines, plus ça va faciliter la création de ce projet professionnel une fois qu'elles pourront passer à cette phase de recherche d'emploi. Ouais. Alors elle se fait beaucoup sur ce critère alors j'aime pas trop dire la motivation parce que c'est pas une question de motivation, mais en tout cas, est-ce que le programme est adapté aux envies et aux aspirations de la personne et est-ce qu'elle va en tirer profit parce que vraiment il y a ce besoin de cours, mais aussi de liens avec la société civile via le bénévolat. Et puis ensuite, pour s'assurer de ça, un processus qui est un petit peu long, parce qu'il y a d'abord une réunion d'information collective où on présente vraiment en détail en quoi consiste le programme, c'est quoi le bénévolat, ce qui n'est pas toujours évident. Ou alors ça va être des choses qui sont très fréquentes dans d'autres cultures, mais pas avec cette étiquette de bénévolat, des choses qui se font de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée, et le fait que en France ce soit organisé avec des systèmes d'associations, de conventions, de missions, etc., ça peut être surprenant. Donc voilà, on fait tout ce travail d'explication et d'illustration, on donne des exemples. Il y a souvent des anciens participants qui viennent expliquer aussi ce qu'ils ont fait, ce à quoi ça leur a servi de faire du bénévolat. Et ensuite, si les personnes sont toujours intéressées, si elles ont la disponibilité, parce que c'est un programme qui est très exigeant en temps, eh bien, on leur donne un rendez-vous pour un entretien individuel et un test de positionnement de français. Il faut avoir quelques bases, vraiment par rapport au niveau classique A1, A2, etc., c'est un petit A1. La raison pour laquelle on demande quelques bases en français, c'est que les missions de bénévolat, elles commencent tôt. Et du coup, si c'est quelqu'un qui ne parle pas du tout, avec qui c'est très très difficile d'interagir en français, c'est vraiment pas lui rendre service que de lui proposer d'aller faire du bénévolat dans un environnement où il va pas comprendre. Donc quelques bases en français, et puis après évidemment il y a un accompagnement. On va choisir les missions en fonction du niveau des personnes pour évidemment ne pas les mettre en difficulté. Mais il y a quand même ce premier niveau de base qui est nécessaire.
C'est très divers. Après, il y a des nationalités qui reviennent régulièrement, on va dire, en tout cas qui sont plus représentées que d'autres. Ce que je peux préciser quand même pour illustrer ça, c'est qu'au départ, le programme il est vraiment pensé pour la situation des personnes en demande d'asile, donc qui sont arrivées en France, qui ont fui leur pays parce qu'elles y étaient en danger, qui font une demande d'asile en France et qui attendent. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des demandes d'autres personnes, d'autres profils que les demandeurs d'asile. Nous, on se disait, pour pouvoir faire du bénévolat, il faut avoir du temps et il faut pas être il faut pas pouvoir travailler, parce que demander à des gens et de travailler et de faire du bénévolat quand on arrive dans un pays dont on ne connaît pas la langue, c'est quand même un petit peu compliqué. Sauf qu'en fait, y a plein de gens qui viennent nous voir en nous disant moi j'ai le statut, mais j'ai besoin vraiment d'avoir un niveau de français beaucoup plus solide, beaucoup plus approfondi, donc je veux faire le programme avant de commencer à chercher un emploi. Et j'ai besoin de rencontrer du monde, et j'ai besoin d'être actif dans ma vie. Et puis il y a aussi des gens qui travaillent et qui nous disent en fait moi dans mon métier je parle pas tellement, j'ai pas tellement d'interaction, ou bien je parle pas français, je parle d'autres langues mais pas français, et si les horaires le permettent, finalement pourquoi limiter à un statut administratif si ça permet de rompre l'isolement social et d'atteindre un niveau de langue plus élevé, qui va permettre à chacun de s'exprimer pleinement et avec dignité, parce que c'est ça en fait, le niveau de langue, plus il est avancé et plus on exprime qui on est, ce qu'on pense, et donc c'est aussi une forme de dignité plutôt que d'être restreint derrière un niveau qui va forcément restreindre les idées, la parole, et pas seulement pas seulement limiter le vocabulaire, mais limiter beaucoup plus que ça, vraiment l'expression de soi. Alors quand même, le profil des personnes exilées au sens demandeurs d'asile, réfugiés est beaucoup plus représenté. Donc ça va être des gens qui viennent par exemple du Soudan, il y a eu beaucoup de personnes d'Érythrée, de Guinée, du Nigeria. Mais là, on voit de plus en plus de personnes qui viennent d'Amérique latine, notamment du Venezuela. Il y a des personnes qui viennent aussi beaucoup de Géorgie, d'Arménie. Il y a eu aussi évidemment beaucoup de personnes d'Ukraine et de Russie. Donc finalement, c'est très 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 varié. Et c'est pas uniquement représentatif des chiffres de l'OFPRA en fait. C'est aussi selon les réseaux, selon le bouche à oreille, selon comment l'info circule dans les communautés et comment les gens ont connaissance de Kipawa. C'est effectivement ce qu'on entend beaucoup aux entretiens ou alors des fois on nous le dit pas, et puis c'est après au fil du programme qu'on se rend compte qu'en fait les gens se connaissent, ou bien quand on fait des soirées avec un peu toute la communauté, les anciens, les présents, on se rend compte qu'en fait c'est comme ça que les gens ont eu connaissance de l'existence du programme. Alors c'est pas le seul moyen, c'est aussi beaucoup les référents sociaux avec qui on est beaucoup en lien, qui accompagnent des personnes exilées, des organismes qui suivent au niveau santé, au niveau social, etc. Aujourd'hui, on a accompagné à peu près 80 personnes jusqu'à présent, depuis le début 2022. Et aujourd'hui, c'est 50 personnes par an pour l'instant. On aimerait bien accompagner plus, mais voilà, pour l'instant, on est stabilisé à 50 personnes. Ouais. C'est des programmes qui sont courts et intensifs. C'est 4 mois de programme. En 4 mois sur la langue, parce que 12 heures de cours de français par semaine, plus la mise en pratique. En fait, c'est un vrai choix, et c'est aussi ce qui explique qu'on accompagne 50 personnes par an et pas beaucoup plus, comme dans d'autres associations, où ça va être moins d'heures de français par semaine, mais beaucoup plus de personnes accompagnées, ce qui est aussi un choix qui se justifie complètement. Mais c'est vrai que l'idée de Kipawa, c'est d'avoir un temps vraiment dédié. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de disponibilité, parce que 12 heures de cours de français, plus environ 3 heures de bénévolat par semaine,
Plus on organise pas mal d'événements qui ne sont pas obligatoires, mais c'est chouette de pouvoir en profiter. Les gens se voient entre eux, organisent eux-mêmes des rencontres, des temps partagés. Nous, on s'est fixé un objectif de 3 heures par semaine, parce qu'on pense que minimum, parce qu'on pense que c'est ça qui va faire que la relation, elle va prendre avec l'équipe de l'association. L'objectif, c'est aussi que les gens fassent une mission régulière dans une association, la même chaque semaine. Au début, on commence avec des missions ponctuelles de découverte, et puis l'objectif, c'est petit à petit de trouver pour chacun une mission régulière, parce que c'est comme ça qu'ils vont vraiment pouvoir prendre une place dans une équipe, dans une association, dépasser aussi les échanges de on se rencontre, on se présente, d'où tu viens, parler de soi. Et puis quand on voit quelqu'un chaque semaine, là ça va quand même un peu plus loin et on peut raconter aussi autre chose. C'est aussi là qu'on peut faire plus de réseaux et que les relations sont plus durables. Et du coup, tu parlais d'employabilité tout à l'heure, c'est aussi ça qui joue. Donc voilà, on s'est fixé ce 3 heures minimum par semaine. Maintenant, il y a des gens qui vont faire beaucoup plus, qui vont aller faire du bénévolat tous les jours ou d'autres tous les 2-3 jours. Il y a des gens où ça va être assez irrégulier, ils vont avoir des semaines où ça va être 3 heures et puis des périodes où ils vont avoir plus de temps et du coup ça va être davantage. Et puis il y a des gens aussi qui vont avoir plus de difficultés à le faire régulièrement pour plein de raisons, plein de situations de vie. Donc c'est pas un cadre très formel et figé, mais c'est notre objectif pour que ça fonctionne. Alors il y a toute une équipe déjà qui cherche les missions. On a 2 personnes en interne qui sont vraiment dédiées à ça et qui sont aidées par une équipe de 8 à 10 bénévoles qui vont prendre contact avec les associations, repérer les assos qui ont des besoins en fonction des compétences et des appétences des participants. On a une petite application sur laquelle on met toutes les missions, enfin c'est pas une appli, c'est un site, en tout cas un outil en ligne sur lequel on met toutes les missions et les participants peuvent s'inscrire. Et on les voit régulièrement, une fois par semaine, pour faire le point. Est-ce que les missions leur conviennent? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les missions qu'ils ont faites en format découverte, ils ont envie de les faire de manière plus régulière, quand c'est possible? Ouais. Donc il y a tout un accompagnement sur cette partie-là aussi. Et puis, en fin de programme, il y a aussi tout l'accompagnement à la valorisation des missions. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Comment ils vont les présenter sur un CV? Donc il y a les missions à proprement parler, mais c'est aussi toutes les compétences activées à cette occasion, les compétences développées. Ils ne vont pas forcément spontanément faire le lien entre dans cette mission j'ai travaillé en équipe, je peux le mettre sur un CV. C'est pas forcément évident de s'autoriser à dire ça m'a servi à mon futur emploi de manière un peu générique. Alors que y a plein d'expériences bénévoles qui sont très valorisables et recherchées aujourd'hui par les employeurs. Alors de plus en plus, les gens veulent faire une mission régulière. C'était un peu notre difficulté au départ et on l'a mieux expliqué, ou en tout cas mieux présenté comme un objectif pour les raisons que j'expliquais, que même au niveau de la langue, c'est plus efficace. Et du coup, il y a une vraie attente à ce niveau-là. Donc nous, on a un peu la pression. Maintenant qu'on a vendu le truc, il faut réussir à les proposer. Mais on commence aussi à être de mieux en mieux repérés par les associations qui ont besoin de bénévoles. On met en place aussi des outils pour que ils puissent aussi accueillir les personnes sans que la barrière de la langue soit une contrainte trop forte. Donc tout ça se construit petit à petit. Et du coup, je n'ai pas les chiffres sur combien on a de personnes qui font des missions régulières, mais en tout cas, jusqu'à présent, le début des missions bénévoles, c'était toujours assez... Il se passait toujours plusieurs semaines avant que ça commençait. Et là, on a mis en place différentes choses qui font que ça a commencé dès le démarrage. Et ça, c'est hyper positif parce que du coup, ça crée
une émulation, voilà, les missions, elles sont intégrées au programme dès le démarrage. Et ça change vraiment tout. Et la Cravate Solidaire fait une mission tri de vêtements parce qu'ils ont eu un arrivage d'un don d'une entreprise. Et on va se retrouver à 5-6, alors ça peut être 2-3 personnes de Kipawa, plus 2-3 bénévoles de la Cravate Solidaire à trier, ranger les vêtements ensemble. Et c'est des occasions aussi de discussion, d'échange. C'est souvent des missions qui sont organisées pour que ce soit sympa et pour que ce soit convivial. Donc ça fonctionne bien. Mais s'il n'y a pas une mission régulière à la Cravate Solidaire, c'est pas grave non plus. Ils vont pouvoir faire d'autres missions. Mais après, si par exemple certains font une mission à l'auberge marseillaise, à la cantine, et que ça fonctionne bien, là pour le coup, ça fonctionne très bien d'y aller régulièrement et de vraiment faire partie de l'équipe pendant la durée du programme, mais pourquoi pas au-delà. Il y a plein de gens qui continuent aussi au-delà de Kipawa. Et ça, c'est une super satisfaction parce que des fois, ils nous demandent est-ce que je pourrais continuer après, mais en fait, l'idée, c'est justement que cet engagement bénévole, ce soit le leur et qu'après, ils n'aient absolument plus besoin de nous pour le faire, quoi. Et nous, on aime bien parler de solidarité circulaire parce que c'est justement ça, c'est pas toujours les mêmes qui sont solidaires envers d'autres, tout le monde est solidaire et contribue un peu tour à tour. Donc il y a évidemment les participants qui bénéficient des cours de français, mais ils contribuent aussi dans les associations qui du coup bénéficient de ces heures, mais facilitent aussi l'inclusion en permettant la rencontre dans leurs équipes. Enfin, tout le monde contribue en fait à son niveau et ça circule et il n'y a pas un rôle prédéfini pour chacun. En fait, j'ai pas toujours été formatrice FLE. Ça a été suite à un repositionnement professionnel. Mais les années que j'ai faites comme formatrice FLE indépendante pour des associations d'accompagnement des personnes exilées m'ont fait prendre conscience de ce besoin en fait. Enfin, il y a plein de super projets, mais il y avait ce côté comment je fais pour rencontrer du monde, donc créer la rencontre, et comment je fais pour apprendre plus vite. Et puis il y avait vraiment ce côté, il faut apprendre le français le plus tôt possible. Au début c'était vraiment une vision FLE, une vision langue. Moi j'ai beaucoup animé de formations métiers justement pour des personnes exilées donc statutaires qui apprenaient un nouveau métier. Et du coup il y avait des cours de français appliqués à ce métier pour compléter la formation technique. Et en fait pour certains le niveau de français était encore tellement fragile que c'était hyper compliqué d'apprendre un métier dans une langue qu'on ne connaît pas. Une fois que les personnes obtiennent le statut, il y a vraiment urgence. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se loger. Il y a eu une telle période de porte fermée qu'il y a un petit côté aussi où la première formation qui est accessible ou le premier dispositif accessible, c'est génial, j'y vais. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué, donc encore une fois, quand le niveau de langue est encore fragile. Et du coup, ça va enfermer les personnes dans des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'ils auraient fait s'ils avaient eu un autre niveau de langue. Et ça va les enfermer aussi dans ce niveau de langue qu'ils auront atteint à ce moment-là. Et c'est ça qui crée de la précarité linguistique et qui fait qu'il y a moins d'évolution possible derrière, quoi. Donc c'est tout ça qui m'a donné envie de créer ce projet, quoi. L'envie d'être juste, en fait. Et je pense qu'il y a plein de projets très efficaces, mais on ne peut pas tout adresser. Et du coup, le fait de contribuer à des projets qui n'adressaient pas exactement ce qui, moi, me révoltait quelque part, ou que vraiment je trouvais qu'il y avait c'était dommage, il y avait un truc à faire, ça créait du frottement, quoi.
Et du coup, j'ai eu envie d'aller sur le truc qui, moi, me semblait à ce moment-là le plus juste. Après, ce qui ne veut pas dire que les autres projets ne sont pas justes et il y a tellement de choses à faire que le spectre, il est large, quoi. Mais après, il faut trouver ce qui nous parle là et là. Ouais. Je ne sais pas si c'est une rencontre, mais sur ce changement de posture, toutes les structures dans lesquelles j'ai pu intervenir, où j'ai fait partie, où j'ai fait du bénévolat, les rencontres, elles se faisaient sur la base d'une volonté des bénévoles. C'est-à-dire que les gens venaient dans les associations pour contribuer, pour aider les personnes exilées, mais avec l'idée que c'était quelque chose de positif pour la société. Donc elles étaient préconvaincues du bien fondé, ou en tout cas qu'il pouvait ressortir quelque chose de très positif de l'arrivée des personnes étrangères. Le fait d'être en contact avec des personnes qui ne sont pas convaincues de ça, bah, c'est pas si simple. Et en fait, c'est là qu'il y a un besoin. C'est de créer la rencontre, pas forcément avec des gens qui sont convaincus du contraire, mais qui, à minima, n'ont pas l'occasion de rencontrer des personnes exilées, des personnes étrangères, et de se poser la question de qu'est-ce que ça apporte à la société, qu'est-ce que ça a apporté à ma ville, qu'est-ce que ça a apporté même à ma vie. Et si la rencontre, elle ne se fait pas, bah, ces questions, elles n'arrivent pas forcément, quoi. Donc ça a été ça aussi, le fait de me rendre compte, moi quand j'ai commencé à évoluer dans ces univers, c'était complètement nouveau pour moi. J'avais des amis qui me disaient « Oh là là, mais ça doit être génial de rencontrer toutes ces personnes et tout ». Mais moi, j'ai pas le temps de faire du bénévolat. Et là, je me disais « Mais pourquoi il est nécessaire de faire du bénévolat pour que la rencontre se fasse ?» Il y a un truc qui va pas. Ça devrait pas être le cas, ça devrait se faire beaucoup plus naturellement. Donc c'est ça aussi, c'est le fait de créer la rencontre, donc là avec des associations, avec des gens qui œuvrent ou agissent pour d'autres choses qui ne sont pas, dont l'enjeu, la cause des vendus n'est pas forcément la cause des personnes exilées. Et du coup, la rencontre, elle se fait sur à d'autres niveaux, sur d'autres sujets. Quand quelqu'un va faire de l'agriculture dans une ferme urbaine, tu parles du bon sens paysan, ils vont parler agriculture, ils ne vont pas parler situation administrative, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller sur un autre niveau d'échange tout de suite. Même si on ne nie pas une situation, mais que les sujets d'échange ils soient autres. Il y a eu des réflexions aussi très fortes auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et une des toutes premières personnes qui a fait du bénévolat avec Kipawa, un jour nous a dit depuis que je fais du bénévolat, je dors la nuit. Et là on s'est dit waouh, ça va quand même bien plus loin que ce qu'on avait imaginé. Et puis il y a une autre personne qui faisait du bénévolat dans un théâtre, à l'accueil, billetterie, etc. Et puis il est revenu après une mission, il m'a dit mais le directeur est venu me voir et il m'a remercié. Mais moi j'étais hyper impressionnée. Je dis bah oui, mais en même temps, bien sûr qu'il t'a remercié. Bah ouais, t'as fait du bénévolat, tu l'as aidé. Et ça, j'avais pas forcément tout ça en tête. Et c'est des prises de conscience qui sont, qui donnent envie de continuer, parce que si le fait qu'on dise merci est aussi fort, aussi gratifiant et aussi rare, il faut multiplier ces occasions, quoi, parce que ça fait du bien à tout le monde. Merci beaucoup.